Merci de rester à notre compagnie. C'est la seconde partie de New World Forum. Nous reparlons du Togo cette semaine avec Dr François Nagwanja Kampatib. Il est le conseiller spécial du président de l'Alliance des démocrates pour le développement intégral, ADI. Dr Kampatib, merci de rester avec nous. Merci aussi. C'est toujours un plaisir d'être sur le plateau de New World Info. New World. New World, oui, ouais. C'est le World, ouais. Du monde anglais. Le nouveau monde. Le nouveau monde. On va commencer donc cette seconde partie par un sujet qui vous passionne, qui vous intéresse, un sujet qui vous tient à cœur. C'est l'initiative du prélat togolais, Monseigneur Philippe Fanoko Podjro, de réunir l'ensemble de la classe politique de l'opposition pour vous mettre en ordre de bataille pour la présidentielle de 2020. C'est une initiative que vous saluez, vous applaudissez, et vous roulez même pratiquement par terre sur ce que le prélat fait. Non, rouler par terre, c'est un peu exagéré. Je salue l'initiative, j'approuve l'initiative et je suis au cœur de l'initiative et j'invite ceux qui ne sont pas sur la barque à prendre le chemin. Parce que nous n'avons plus du temps. Et ce n'est pas les partis politiques seulement qui sont réunis. Ce n'est pas une initiative avec les partis politiques, c'est avec la société civile. Et il a l'intelligence de dire, nous sommes là pour qu'au moins le cadre électoral soit amélioré et que les élections se passent dans la transparence. Rien que ça devrait réunir tout le monde. Et donc, je suis à fond dans ce processus-là. Oui. Et ce processus, est-ce qu'il ne vous a pas été proposé, et mieux d'ailleurs, en 2018, et que vous avez dit non? Le facilitateur Nana Akufo-Addo, quand il vous a rencontré la première fois, quand il ouvrait les discussions, il vous a dit occupons-nous d'abord du cadre électoral, on va travailler sur les élections et les autres questions après. Vous avez dit niet? Non, on n'a pas dit niet. Vous avez dit niet? Et que vous vouliez le départ immédiat du chef de l'État? Non. On n'a pas demandé à Nana Akufo le départ immédiat de fonds. Sinon, il n'y aurait pas eu le sommet, il n'y aurait pas eu la feuille de route. Moi, je parle de la première rencontre qu'il a eue avec vous en février. De mémoire de journaliste, je me souviens que Nana Akufo-Addo vous a dit, laissons de côté les questions qui divisent, notamment le départ du chef de l'État, préparons le cadre électoral. Mais je dis que nous n'avons pas dit non. C'est ce que nous avons fait. Qu'aviez-vous dit? C'est ce que nous avons fait. Nous avons dit, occupons-nous du cadre électoral. C'est ce qui a été mis. Ça n'a jamais été fait. Si, c'est ce qui a été mis dans vous avez remis un mémorandum long comme le bras. C'est ce qui a été fait. En résumé de tout ce que vous pouvez raconter, ce qui a été fait, nous nous sommes entendus sur la nécessité de revoir le cadre électoral. On a fait un calendrier au sortir du sommet de la CEDEAO qui posait des jalons de comment allaient s'organiser les élections, y compris la révision du cadre électoral et la révision de revoir de fond en comble le cadre électoral et la CENI. Tout ceci était dans la feuille de route. Seulement, je vous le dis, la mauvaise foi de l'autre côté a fait qu'on a escaladé beaucoup de choses. On n'a pas fait comme la feuille de route le prescrivait. On a sauté des pieds joints vers une date butoir et un conditionnel des élections. Et on a commencé à préparer les élections avant même d'avoir commencé à regarder le cadre électoral. C'est ce qui s'est passé. Journaliste, il faut qu'on resitue les choses telles que ça s'est passé. Il faut simplifier les choses en disant on a dit non, c'est pas vrai, on n'a pas dit non. Si on avait dit non, on ne serait pas resté dans la négociation. Il fallait alors que force en aille avant qu'on continue, mais on est resté dans la négociation. Alors, ce n'est pas tout à fait exact. Il y a des interprétations, c'est vrai, mais ce n'est pas exact. Ce que nous avons fait, nous avons accepté de bon cœur. Nous avons conclu qu'on pouvait faire les négociations autour du cadre électoral. Nous avons accepté changer la Constitution. Nous avons accepté. Nous avons proposé. Nous avons accepté ce que la CEDEAO nous a envoyé. Nous avons voulu que ce soit ça qui passe à l'Assemblée. J'étais encore à l'Assemblée. Mais le ministre de l'administration territoriale est venu avec un autre texte. Il est revenu avec le texte qu'ils avaient proposé en septembre 2017. Alors, ne dites pas que c'était l'opposition qui a dit qu'on voulait le départ de Faure. Oh, il y a toujours des personnes qui disent « Ah, Faure must go, Faure doit partir », tout ça c'est des slogans. Mais dans la réalité des négociations, c'est bien différent.
c'était bien différent. Et pour revenir donc à l'initiative du prélat, vous estimez que c'est une très bonne démarche, mais est-ce que ce n'est pas dérangeant qu'un homme, entre guillemets, de Dieu, celui qui est censé réunir tous les enfants ensemble, se mette dans cette démarche très partisane de l'opposition contre le pouvoir? Vous pouvez le voir comme ça. Monseigneur Pedro agit en pleine conscience. Il sait où se trouve réellement le mal togolais. Le mal togolais se trouve dans la conservation du pouvoir par la force pendant plus de 50 ans. C'est là le mal principal. Tout ce qu'on peut dire, on occulte souvent. Le mal principal. Les pauvres Togolais en ont marre de rester sous le même régime pendant. Alors, il est Togolais et il dit la paix sociale passe par le fait que le pouvoir s'entende avec l'opposition, au moins sur un minimum, qui est le cadre électoral. Il n'a pas tort. Il ne s'est pas mis du côté de l'opposition pour dire. Il s'est mis du côté de l'opposition pour dire que ça peut amener la paix, qu'il faut les rapprocher du parti au pouvoir. Il n'a pas dit qu'il les sépare. Il a dit, avec l'opposition, rapprochons-nous du parti au pouvoir et négocions ensemble le cadre électoral. Non, sa première démarche, c'est d'abord de mettre ensemble l'opposition pour construire une force politique solide. Pour aller à la négociation. Ce n'est pas pour autre chose. Ce n'est pas pour faire la révolution. C'est pour aller à la négociation. Mais pour aller à la négociation, est-ce qu'il a besoin déjà d'apporter son appui à un camp? Ça s'appelle partisan. Il n'apporte pas son appui à un camp pour appuyer le camp. Il apporte son appui pour les organiser de manière à ce qu'ils conduisent une négociation responsable. Et ça a félicité. Il n'y a pas autre chose. Voilà. Mais ce n'est pas ce qu'on entend, ce n'est pas ce qui se dit. Parce qu'il va jusqu'à même vouloir vous organiser pour dégager un candidat unique. Ça va au-delà d'organiser un camp pour un dialogue politique, docteur Compatible. Et pourquoi? C'est sa conviction. Cette conviction, je ne la partage pas. Je le dis. Parce que s'organiser pour aller à des élections, ce n'est pas forcément faire la candidature unique. Mais comme je suis d'accord avec lui en ce qui concerne nous organiser pour obtenir des élections transparentes, je travaille pour ça. C'est vrai, Monseigneur Pedro a ses convictions. Il a la conviction que la candidature unique, c'est la solution. Il a bien le droit d'avoir cette conviction. Moi, je pense que ce n'est pas ça le bon chemin. Je le lui dis. Mais je continue à le soutenir dans son action pour tout ce qui reste. Je le lui dis. Et demain, je le lui dirai encore. Je dis ça tout simplement parce que moi que vous voyez, j'ai tellement travaillé pour la candidature unique dans l'opposition que je me suis arraché les ongles et les dents. Je n'ai jamais réussi. Mais vous paraissez avoir encore vos 32 dents, à moins que ce ne soit des prothèses. Il y a beaucoup de prothèses déjà. Non, depuis 1994, 1993, avec la candidature de Demkoudou, en passant par 98 avec la candidature de Gilchrist, en passant par 2005 avec Bob Akitani, en passant à 2010, je suis venu de Brazzaville uniquement pour essayer d'obtenir la candidature unique. La vitre de ma voiture a été cassée par des militants qui sont venus sur les lieux. On ne les connaissait pas. Le secrétaire général, c'est le vice, comment il s'appelle, Adoyom, qui était avec nous. Martin Adoyom de la CDP. Il ne les connaissait pas. On a vu des jeunes débarquer pendant qu'on était en réunion pour essayer de dégager un candidat. Ils ont dégagé là et puis ils chantaient. Même les gens me disent qu'il n'a vu les gens. Non, ça fait rire aujourd'hui, mais c'était grave. Parce que Martin Adoyom est sorti et les a vus. Il a indexé un des jeunes qui disait ça. Il dit, toi là, tu me connais? Il dit non. Alors quelqu'un qui dit qu'il est venu manifester pour la CDPA et qui ne connaît pas le secrétaire général de la CDPA, ça veut dire que c'était un coup monté. Ce n'était pas la CDPA qui les avait envoyés. Alors quand nos militants, les gens de l'ANC, à l'époque c'était l'UFC,
quand les jeunes se sont rendus compte de la mascarade, ils sont sortis. C'était la bagarre entre les deux groupes. Et c'est comme ça que ma vitre arrière a été brisée. Bon, donc c'est pour vous dans ce dire processus-là, c'est anecdotique. Non, c'était juste pour vous dire que moi j'ai tellement travaillé, je me suis tellement investi dans la candidature unique que j'ai fini par comprendre que c'est un facteur qui divise plus qu'il ne rassemble. Parce que quand vous sortez ça, même Monseigneur Poudou, s'il dit qu'il veut. Bon, maintenant nous sommes 5. Il met ça dans sa boîte. Quels critères il va faire pour sélectionner un? S'il fait des critères, il y aura un qui dira que ces critères-là sont favorables à un et non favorables à lui. S'il dit, de par mon autorité, je choisis l'autorité, un candidat, les autres vont dire, mais ce n'est pas transparent, pourquoi c'est vous? Donc vous aviez votre choix. Ça va devenir encore un autre problème. C'est tout simplement pour cela que je conseille que nous laissons la question de candidature, même pas de candidature unique, la question de candidature. C'est quelque chose qui divise. On laisse ça de côté. Oui. Nous nous occupons du cadre électoral. Une question précise, docteur Campatib. Pourquoi vous vous entêtez tous, chacun dans son camp, à être candidat alors que vous savez que, comme l'histoire le montre, vous allez tout droit dans le mur? S'entêter à être candidat tous. Pour être candidat. Non, c'est pas pour être candidat. Vous savez que vous... Il y a des gens qui sont candidats. Vous savez, une élection présidentielle, c'est un contrat entre un homme et la population. Ce n'est pas ça. C'est pas... Et plus encore chez nous ici, c'est tellement individualisé que c'est vraiment un homme qui rassemble. Donc, on ne sait pas, avant d'être candidat, on ne sait pas quelle est la personne qui rassemble. Et nous nous sommes battus pour avoir la candidature multiple. Quand on avait... pour avoir l'élection à 2 tours. L'élection à 2 tours. Quand il était question d'une élection à 1 tour déjà, c'était difficile. Et c'est là que je me suis battu. Ça avait un sens d'avoir un candidat unique. Ça avait un sens en ce moment-là. Nous sommes battus longtemps et nous sommes sortis de ce passage-là. Nous avons maintenant une candidature, vote à 2 tours. Les seules personnes qui peuvent désigner le candidat, c'est le peuple. Donc, pour moi, je ne vous le cache pas, dans l'ambiance actuelle là, qu'il y ait 10, 20, 30 candidats, cela ne me gêne aucunement. Aucunement. Toute personne qui pense qu'elle est capable de vendre un programme crédible et que les gens vont le faire croire, qu'il soit candidat, ça ne me gêne pas. D'ailleurs, vous avez vu, en Tunisie, il y a eu 27 candidats. Ça n'a pas gêné les élections lorsque les élections sont transparentes. Donc ce n'est pas il importe de vous mettre ensemble juste pour lutter à obtenir des conditions optimales d'organisation des élections. Oui, mais maintenant, au-delà de ça, on peut s'organiser. Il y a encore d'autres terrains d'entente. On peut s'organiser pour comment occuper le terrain par les bureaux de vote et tout ça. Ça peut se faire. Même si nous sommes 20 candidats, on peut se réunir et se dire, bon, écoutez, nous, on va faire ceci ensemble. Il y a des stratégies qui peuvent faire continuer la lutte ensemble sans que forcément ce soit autour d'un candidat que... Je donne un exemple. Monseigneur donne un candidat. Bien, c'est un candidat unique. On n'a plus un autre. Tout le monde a été d'accord. Okay? Moi, je vais avec ce candidat le vendre chez moi. Je caricature. Hein? Les gens disent, c'est celui-là que vous avez choisi. Nous, on n'en veut pas. C'est celui-là, si c'est celui-là, nous on n'en veut pas. Si c'est ça, nous retournons à unir. Tout dépend de comment vous présentez le candidat. C'est une question de communication et d'explication. Oui, tout ce que tu veux. Mais quand l'homme en question ne répond pas à la population, elle n'acceptera jamais. Vous avez beau développer tout, ça c'est un. Mais j'arrive à convaincre ma population, parce que je peux le faire. J'arrive. Maintenant, notre candidat unique va en tant que candidat unique de l'opposition. Et il échoue. Il n'y a plus de recours. Dès le premier tour, il échoue. On n'a plus de recours. C'est ça la difficulté. Nous sommes dans une élection à 2 tours. S'il échoue dès le départ,
C'est un problème. Je reviens toujours. Vous savez, dans la C14, nous avons tenté une liste commune pour les locales. Nous avons eu des difficultés à la construire. Mais ce n'est pas grave. Nous nous sommes battus pour ça. Nous avions confiance. Nous disons, cette liste-là, elle répond aux aspirations du peuple. C'est la liste qui sera votée. Qu'est-ce qu'on a obtenu? Qu'est-ce qu'on a obtenu? 132 conseillers sur 1500 environ. 132 conseillers. À côté, l'ANC est allée seule et a obtenu 145, c'est-à-dire plus que la liste commune. Et même si l'ANC était restée avec nous dans la liste commune, on prenait les 132 plus les 145, ça n'atteignait pas la majorité. Bon, ça c'est... On ne peut pas faire cette addition de façon mathématique. Non, je donne des exemples. Ça veut dire que lorsque vous faites une hypothèse politique, elle peut être belle n'importe comment, c'est au résultat que vous jugerez si elle était correcte ou pas. Donc vous jugez l'initiative de Monseigneur Koudou salutaire, mais il se fait, vous l'avez d'ailleurs relevé, que certains partis politiques n'adhèrent pas à cette initiative, des partis politiques pas des moindres. L'ANC par exemple, est-ce que dès le départ ça ne fragilise pas l'action de Monseigneur Pojo, étant entendu que l'ANC aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, c'est une des forces principales de l'opposition? Oui, je suis d'accord avec ça, que c'est l'une des forces principales. Sinon la principale? La principale, ça peut encore se discuter. Non, je dis, vous savez, l'électorat est labile. Je suis franc, hein. L'électorat est labile. On peut avoir eu 50%. Et puis, car l'UFC, c'est l'exemple typique. Hein? Une fois que l'ANC est parti, l'UFC dégringole. Donc, on peut avoir eu ça aujourd'hui et à une autre élection être surpris. Parce que l'électorat est très labile. Donc, il ne faut pas aucun parti ne peut se dire j'ai été le plus fort, donc je suis le plus fort. Ça, c'est une erreur. Bon, maintenant, au jour d'aujourd'hui, si vous ne reconnaissez pas l'ANC comme étant la principale force politique de l'opposition aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas ça qui amène justement les divisions? Le fait de ne pas reconnaître que le lièvre court plus vite que vous. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que je reconnais quelle est la force principale. Vous avez ajouté un mot que j'ai dit. Alors là, il y a une nuance. Parce qu'on peut changer. Ne nous mettez pas en porte-à-faux avec la l'ANC. J'ai dit, je le reconnais. Bien. Maintenant, je reviens à la situation du fait que dans l'initiative de Monseigneur, il n'adhère pas. Moi, je ne trouve qu'une raison. L'ANC a tellement aussi souffert de la question de candidature unique qu'elle ne veut pas en entendre parler. Or, au début de l'initiative de Monseigneur Podro, c'est malheureusement ce qu'il avait mis en avant. C'est bien après qu'il s'est mis à arrondir les angles. Mais c'est ça qu'il avait mis en avant. Je ne connais pas la position exacte du CAR sur la question de la candidature unique. Je ne sais pas. Oui, le CAR ne veut pas de candidature unique. Nous avons reçu... Ils ont dit ça. Ouais. Donc, les deux ne veulent pas entendre parler de candidature unique. Vous non plus, finalement. Hein? Oui, mais nous... Le PSR aussi. Oui, mais nous, ce qu'on a fait, nous avons voulu démontrer de l'intérieur que la notion de candidature unique est impossible. Et nous l'avons dit, à notre groupe, nous l'avons dit et répété plusieurs fois. C'est lorsque nous avons vu que ça prenait trop d'ampleur et que ça dérivait, que ça continuait vers la division, que nous nous sommes un peu rétractés. Mais nous sommes restés dans l'initiative parce qu'il y avait toute cette partie qui concerne le cadre électoral. Et donc, lorsque c'était le premier ou la première réunion avec Monseigneur, il avait dit je vois que beaucoup de gens, je vois que la question de la candidature unique
n'adhère pas, ne rassemble pas. Je vous réunis aujourd'hui pour que nous parlons plutôt du cadre électoral. Hadi, nous avons applaudi. Et je suis rentré dans le système au nom d'Hadi, on m'a délégué. Et dans ce cadre-là, je travaille. Et pourquoi les autres ne vous ont pas rejoint? Parce que vous n'avez pas répondu précisément à la question. Ce que je demandais, le fait que les principales forces de l'opposition ne soient pas avec vous, n'adhèrent pas à cette démarche, est-ce que ça ne fragilise pas ce que le prélat fait? En parlant des forces politiques, j'ai évoqué l'ANC, mais on peut ajouter d'autres. Le PNP n'est pas avec vous, le parti de Tipé Achadam, le parti des travailleurs, vous avez évoqué la situation du cas. Autant dit... Ça fragilise. Mais je dis que l'idée de réunir les gens autour de l'amélioration du cadre électoral peut rassembler tout le monde. Si les gens acceptent de reconnaître que l'initiative a été faite par M. Poujou, mais maintenant nous pouvons la piloter. Oui, c'est-à-dire les forces politiques, la société civile, nous la pilotons. C'est tout. Oui, des gens ont déjà dit, l'ANC par exemple, ils disent qu'ils ne veulent plus faire partie d'aucun regroupement de l'opposition parce que échaudés par ce qui s'est passé notamment au sein de la C14. On n'a pas dit de faire partie d'un regroupement. Hadi ne fait plus partie d'un regroupement. Il n'empêche que quand vous lisez la lettre de l'ANC au président, si vous lisez ce que dit le CAR, si vous lisez ce que Hadi dit, si vous lisez, c'est pratiquement les mêmes revendications. Cela veut dire qu'on peut travailler ensemble sur les mêmes revendications. Ça ne veut pas dire qu'on se fond dans un creuset. Non, nous avons essayé de nous fondre dans un creuset, ça n'a pas marché. Trouvons d'autres initiatives, d'autres façons de faire. Il faut que nous creusons la tête pour trouver. Et ça, cette façon de faire-là est possible. Il y a eu le meeting de Togo Debout samedi sur la même question, centré sur la même. Nous étions tous là-bas. Nous étions là. Ça veut dire qu'on peut faire quelque chose. On peut creuser et faire quelque chose. Moi, je ne désespère pas. Je pense qu'il est possible de rassembler nos forces autour de quelque chose d'important qui est le cadre électoral. Vous nous avez parlé plusieurs fois de cadre électoral. Qu'est-ce que vous souhaitez changer? C'est bien listé. C'est peut-être que, si vous voulez, je vais encore vous renvoyer nos communiqués et tout. Chaque jour, c'est la même chose. On lit ces 3 ou 4 points. Hein? On parle de revoir la CENI. La CENI, vous êtes déjà à la CENI. Vous avez un représentant à la Commission électorale nationale indépendante. Oui, nous ne sommes pas là par égoïsme. Là aussi, ça a fait couler beaucoup d'encre. Nous sommes là, mais nous réclamons la remise à plat du cadre électoral. Alors, et dans notre lettre... Pour obtenir quoi exactement? Parce qu'il y a eu une composition paritaire de la CENI. La CEDEAO avait réussi à vous arracher 8 postes sur les 17 de la CENI, des postes que vous avez boycottés. Que voulez-vous aujourd'hui? Alors, c'était à intenter, ça s'est passé. Aujourd'hui, il est à constater que cette CENI qui fonctionne là, elle n'est pas indépendante. Oui, mais je vous dis, à l'époque, vous avez refusé... Ne revenez pas en arrière. Allons vers l'avant. Gardons il est difficile vers l'avant. De ne pas analyser l'avenir en considération le passé. De ce qui s'est passé dans le passé. Nous acceptons, nous reconnaissons que la CENI n'est pas indépendante et que elle n'est... D'abord... Que voulez-vous une surreprésentation de l'opposition? Parce que 8, vous aviez refusé. On n'a pas refusé. Vous mettez toujours... ce n'est pas du refus qu'on vous accule. Regardez, lorsqu'on a eu les 8 là, on a sorti du chapeau quelque chose qui n'était pas dedans, qui n'était pas dans le truc de la CENI, pour créer la zizanie pour rien. On a sorti la question de l'UFC. Aujourd'hui, je regrette. Mais nous, je n'ai pas compris. Toutes ces questions ont été dépassées. Vous avez eu les 8 représentants sans l'UFC. Non. Jusqu'au dernier moment, sur le truc-là. Je ne comprends plus rien. Non, vous ne pouvez pas comprendre. Moi, j'étais à l'Assemblée. C'est un micmac impossible. On a créé un micmac impossible. Parce qu'il fallait revoir. En fin de compte, l'UFC avait démissionné et vos 8 postes avaient été attribués. Il restait seulement la prestation de serment, docteur Kampatib. Oui, mais il restait la prestation de serment. C'est en ce moment qu'on fait sortir
d'autres difficultés. On a demandé que on avait mis une sorte de calendrier pour aller jusqu'aux élections transparentes. Le parti au pouvoir court-circuite le calendrier. Mais tout ça, c'est un ensemble. On ne prend pas petit morceau par petit morceau. On prend le tout dans l'ensemble. On a fait une feuille de route et eux, le parti au pouvoir prend un petit morceau de la feuille de route. Ça, il n'en veut pas. Celui-ci, il en veut. Nous disons, suivons la feuille de route dans son entièreté. Il y a l'expert. Si vous ne pouvez pas l'avaler en entier, est-ce que c'est un problème de le casser et de le prendre en petits morceaux? Certains disent que c'est justement la faute de l'opposition, le fait de ne pas pouvoir faire de petits pas comparaison n'est pas et ensuite les agréger pour obtenir ce que vous voulez. Comparaison n'est pas raison. Nous sommes rentrés dans des négociations avec des gens. Nous avons fait une feuille de route. Nous disons simplement, appliquons la feuille de route telle que définie. Vous dites non. Dans la feuille de route, la date est calée. Dans la feuille de route, on a dit qu'on doit réviser la Constitution. Non, laissons ça d'abord. Regardons la composition de la Cour constitutionnelle. Et l'expert que vous avez commis amène une nouvelle Constitution. Nous disons, nous sommes d'accord. On va à l'Assemblée, vous apportez une autre Constitution. Mais tout ça, ce n'est pas possible. Est-ce que c'est une raison pour refuser de siéger à la CENI alors que vous aviez 8 places sur la moitié de... Vous continuez à revenir sur quelque chose qui n'est pas juste. La manière dont vous présentez la chose n'est pas correcte. Je dis que nous, à ce moment-là, nous voulions que les choses... On prend tout le paquet. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne voulait pas changer la Constitution? Et pourquoi il ne voulait pas changer la Cour constitutionnelle? Pourquoi il ne voulait pas saisir? Et il voulait tout simplement aller aux élections. C'est ça le problème. Donc aujourd'hui, est-ce que vous êtes sûr de pouvoir obtenir le paquet dont vous parlez? On n'est jamais sûr de rien avec ce régime. Il montre suffisamment de mauvaise volonté pour qu'on ne soit sûr de rien. Je ne vais pas dire sur ce tableau que nous sommes sûrs de tout obtenir. Mais ce n'est pas pour cela qu'il ne faut pas essayer. Je ne suis pas défaitiste. Nous sommes des gens responsables. Nous voulons continuer toujours à discuter. Et nous allons demander toujours à discuter parce que nous sommes des pacifistes. Nous n'avons pas d'autres armes que la négociation et la manifestation pacifique. Ce sont nos deux armes. Nous allons continuer à les utiliser et à les réutiliser autant que possible. Vous avez dit plusieurs fois que la mauvaise foi, c'est dans l'autre camp qu'elle se trouve. Ce n'est pas ce que la conférence des évêques du Togo pense. Je vais lire un dernier... je l'ai lu, lisez. Un petit extrait du dernier message de la conférence des évêques qui dit que les deux camps antagonistes ont en commun le manque d'amour et de respect pour la mère patrie et ses enfants, l'appétit vorace pour le gain facile sur le dos du misérable contribuable qui peine à satisfaire les besoins élémentaires. C'est fort, ça. Très fort. Fort, F-O-R-T. Si c'est toi qui le dis, j'approuve. C'est très, très fort. Et je dois dire que la conférence des évêques est dans son rôle. Il fait la part des choses entre tous les protagonistes. Il est dans son rôle. Mais toujours est-il que dans notre pays, il faut faire la part des choses entre la victime et le bourreau. Les évêques disent qu'il n'y a pas de bourreau d'un côté et de victime de l'autre. C'est ce que je dis. Je suis d'accord avec que dans une partie, c'est-à-dire dans notre sein, il y a bien, nous avons aussi des défauts, nous avons tout. Mais nous sommes partie des victimes d'un système. Et c'est ça qui n'apparaît pas dans ce qu'ils ont écrit. Lorsqu'on veut mettre la victime et le bourreau sur le même piédestal, il y a problème. Nous sommes des victimes et, bon, nous admettons, ils ont parlé, ils ont dit de belles choses, mais mettre la victime sur le même piédestal que le bourreau, je ne suis pas... Oui, mais sur cette question, ils ont dit quelque chose, ils ont explicité ce qu'ils ont dit, et c'est quand même très clair. Il n'y a pas d'un côté seulement des méchants et des bourreaux, et de l'autre des bons et des victimes innocentes.
C'est clair. Hein? Oui, quand on dit les méchants et les bourrons, moi je parle de la situation politique de notre pays. Oui, justement, les évêques parlent de la même chose. Ah, si c'est leur avis, c'est là que je ne suis pas d'accord. Je dis que on ne peut pas mettre sur le même pied pédestal si on dit qu'au Togo, aujourd'hui, nous voyons encore les événements qui se passent. Il n'y a pas de bourreau. Je ne suis pas d'accord. Tout dépend de ce que vous appelez bourreau. Hein? Le bourreau, pour moi, c'est les militaires qui rentrent dans les maisons. C'est ça, pour moi, le bourreau. Et si c'est pour assurer la sécurité, pour débusquer... Pour aller casser les calebasses dans la case des gens, sortir des fléchettes pour brandir ça comme étant des armes qui vont faire la révolution, qui vont faire le terrorisme. Non, voyons, soyons sérieux. Vous parlez des choses que moi, je n'ai pas vécues, je n'ai pas d'image, je n'ai pas d'informations précisément. Moi, je les ai vécues. Je vous laisse la responsabilité de ce que vous dites. Je prends la responsabilité de ce que je dis. Oui, donc on ne peut pas faire foi à ce que vous dites. Ne faites pas foi, moi aussi je ne fais pas foi à ce que vous défendez. Je ne défends personne. Bon, je pose des questions. Il faut que je donc vous insinuez que je défends un camp. Hein? Je n'insinue rien, je l'affirme. Vous affirmez que je défends un camp. Quel camp, alors? Je n'ai pas dit ça. Passons dessus. Donc, passons dessus. Donc vous ne connaissez pas là. Pour revenir à la lettre des évêques, je respecte nos évêques. Ils sont de haute personnalité et j'ajoute que Monseigneur Pojou a signé cette lettre. Oui. Donc, il n'est pas tout à fait en porte-à-faux comme on avait pu le faire croire à un moment. Il n'est pas tout à fait en porte-à-faux avec l'ensemble des évêques. Oui, ce qui vous est reproché, c'est que au sein de l'opposition, vous faites tout pour faire échouer vos propres luttes. C'est ce qui vous est reproché. C'est en cela qu'on vous met sur les mêmes pieds que ceux que vous considérez comme bourreaux. À moins que je me trompe, que ce soit des petits sous-fifres envoyés par d'autres, dans l'opposition, les leaders responsables que moi je connais, je ne vois pas quelqu'un qui s'assoit pour réfléchir et mettre en œuvre quelque chose pour faire échouer la lutte. Je n'en connais pas. Pour faire échouer le processus. Alors, est-ce que c'est une question de compétence? Parce que la question là est soulevée très souvent au sein de l'opposition. Est-ce que vous avez des hommes d'État? Il y a des erreurs d'appréciation. Oui. On peut avoir des... Je dis tout simplement que les hommes d'État se construisent. Au Togo, on ne laisse pas les hommes d'État se construire. On les anéantit avant qu'ils ne se soient construits. C'est ça le problème. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas des hommes d'État finalement, puisque vous êtes sur le terrain. Les vrais hommes d'État, c'est ceux qui ont pris le pouvoir, qui l'ont géré et qui ont démontré qu'ils sont capables de gérer. Mais quand on vous a empêché de prendre le pouvoir, de montrer vos compétences, et on dit que vous êtes incompétent, ça n'a pas de sens. Oui. C'est ceux qui ont géré l'État et qui ont démontré qu'ils sont incompétents pour nous amener Quand vous êtes empêché de prendre le pouvoir, est-ce que c'est pas normal? Est-ce que le pouvoir se donne? Le pouvoir ne se donne pas. Mais le pouvoir se conquiert dans une ambiance démocratique saine. Si nous sommes dans une... Mais le Togo n'est pas dans un état démocratique. Je regrette. Ce n'est pas parce que je... Le Togo est dans quel état alors? Le Togo est dans un système militaro... Qu'est-ce que j'allais dire? C'est-à-dire la démocrature militaire. Ah bon, ça veut dire? C'est-à-dire que nous sommes sous le cercle militaire avec des semblants de démocratie qui se vendent à l'extérieur. Des semblants de démocratie, vous avez été député. Oui. Pendant 5 ans, vous avez voté des lois. Oui. Et vous parlez d'un système qui n'est pas démocratique. Je vais vous dire, pendant que j'ai été député au nom d'Adi, nous sommes le seul parti à avoir introduit à l'Assemblée pendant cette période, en dehors du fait sur la Constitution, où nous avions tous travaillé, nous sommes le seul parti à avoir introduit 2 propositions de loi très importantes, qui n'a pas été rejetée par la présidence, mais qui a été enterrée. La première proposition de loi, c'est une loi pour obliger tous les responsables à déclarer leurs biens au début et à la fin de leur mandat. C'est remis dans la Constitution maintenant. C'était déjà oui, reprécisé avec des détails. Je vais vous expliquer. Mais ce que la question précise que je pose, est-ce que vous avez été député dans un État qui n'est pas démocratique?
J'ai été député dans un État qui n'est pas démocratique. Ah, ça veut dire que vous devez rembourser vos indemnités, vous avez pris de l'argent pour rien, alors? Vous confondez les choses. Oui, mais vous ne servez à rien, alors, puisque... Cet argent-là, c'était à qui l'argent? J'ai été élu par une population et j'ai travaillé pour cette population. On élit aussi dans un État qui n'est pas démocratique, il y a élection? Oui, bien sûr. Ah bon? Il y a des élections comment s'appelle ce pays soviétique qui s'est tiré du pays? Il y a eu des élections il y a 3 semaines. Et donc vous êtes élu dans un État non démocratique. Oui. Vous prenez la parole sur une télévision, nous sommes en direct. Je me suis battu. Vous dites librement tout ce que vous voulez. Je me suis battu. Je suis dans un semblant de démocratie parce qu'aujourd'hui, les poules réelles de démocratie sont fermées. Par qui? Alors qu'on parle par le parti au pouvoir. Liberté d'expression, vous êtes sur un plateau là, personne ne vous a empêché de dire ce que vous dites. Je suis d'accord avec ça, j'ai la liberté d'expression jusqu'à une certaine limite. Jusqu'à une certaine limite. C'est où la limite? Non, on connaît les limites. Tant que ce que je dis ne gêne pas, outre mesure, le parti au pouvoir, je suis libre de le dire. Donc vous n'en avez pas dit assez, il y a des choses que vous n'avez pas dites? Non, j'ai dit tout ce que je voulais dire. Mais alors où se trouve la limite? Ils estiment que ça ne les gêne pas encore. Peut-être qu'ils voudraient que je dise autre chose pour que les... C'est un peu contradictoire ce que vous dites. Non, c'est pas contradictoire. Nous sommes sérieux. Dans notre pays, on a lâché des bouts de liberté. On a laissé une petite frange de liberté uniquement pour bien se présenter, dire qu'on est un État démocratique. Mais chaque fois, il faut le dire, chaque fois qu'on peut reprendre un bout, on n'hésite pas. Les manifestations, il y avait une loi qui était bien, qui n'était pas parfaite. Vous dites une loi qui est bien, mais à l'époque, vous avez marché contre cette loi, vous l'avez dénoncée. Je suis d'accord. Mais quelques années après, vous reconnaissez que c'est une loi qui est correcte. Elle n'était pas parfaite. Je n'ai pas dit qu'elle était parfaite. Mais elle avait ouvert un petit espace démocratique pour les manifestations. Aujourd'hui, la loi qu'on a votée a refermé l'espace. Vous voyez, la démocratie, c'est une marche en avant, un pas en avant, 2 pas en arrière, chez nous. Vous voyez, la Constitution a déjà voté qu'il faut changer la Cour constitutionnelle. Et jusqu'aujourd'hui, c'est la même Cour constitutionnelle qui continue. On nous dira qu'ils étaient déjà élus, que leur mandat n'est pas fini, mais nous avons voté une nouvelle constitution. On a dit que maintenant, c'est la constitution là qui est votée, qui s'applique. La loi n'est pas rétroactive, donc il faut laisser l'actuelle Cour non, terminer son mandat. Non, ce n'est pas une question de rétroactivité. Quelquefois, vous dites des choses rétroactives qui ne sont pas normales. Ce n'est pas de la rétroactivité. Je n'ai pas dit que c'est rétroactif. J'ai dit la constitution est votée, elle s'applique. Immédiatement? Immédiatement. Elle s'applique. C'est tout. C'est pas rétroactif. Je n'ai pas dit, justement, je ne parle pas de rétroactivité. On a voté la loi aussitôt, on doit changer la Cour constitutionnelle. Simple. Docteur Kampatib, il nous reste quelques minutes pour conclure cette émission. Adi, parti politique, a-t-il un candidat pour la présidentielle de 2020? Si Adi avait un candidat, tout le monde l'aurait su déjà. Tout le monde l'aurait su. Tous les candidats ne se sont pas encore déclarés. Ah oui, non, ça c'est une autre affaire. Parce que vous avez demandé si Adi avait un candidat. Je suis en train de vous dire, si on en avait, vous auriez su. Donc vous n'avez pas de candidat? À l'instant T où je vous parle, nous n'avons pas encore de candidat. Vous parlez d'instant T. Moi, je ne parle pas d'instant T. Je parle... Je dis, nous préparons notre convention, notre congrès. Maintenant, ce sera un congrès. Nous préparons notre congrès. Mais je dois dire une chose. Adi constate que toute cette ébullition politique qui se passe dans la capitale laisse un peu les populations sur leur soif. Alors, nous, à Adi, nous avons choisi une chose. Pendant que nous nous occupons ici, nous tâtons le pouls des populations. Et encore aujourd'hui, le président est dans la Kébou. Hier, il était dans Daï,
avant-hier était dans Blita. Et puis, notre président travaille pour être proche des populations. Et pendant ce temps, c'est à partir de cela que nous allons recueillir toutes les informations qu'il faut, qui va alimenter notre congrès. Et c'est à ce moment-là qu'on décidera si toutes les conditions sont réunies pour avoir un candidat ou ne pas avoir de candidat. Donc voilà, vous n'avez pas de décision, vous n'avez pas pris de décision aujourd'hui? Il n'y a aucune décision de prise quant à cette question. Aucune. Nous y travaillons. Beaucoup auraient du mal à vous croire parce que ce qui vous a fait quitter la C14 notamment, c'est la question de candidature unique. Et vous l'avez dit, dans l'initiative de Monseigneur Kodjour également, c'est ce que vous reprochez. Si vous n'étiez pas prêt à envoyer un candidat, pourquoi ça vous gênerait qu'on parle de candidature unique? Pensez-vous que c'est parce que nous voulons être candidats que nous ne voulons pas la candidature unique? Pourquoi pensez-vous que si vous n'étiez pas intéressé par la candidature à la présidentielle, vous aurez laissé les choses se faire, normalement. Vous réduisez la discussion. Nous disons que le processus de candidature unique divise l'opposition. Et nous disons qu'il vaut mieux regarder le cadre électoral. Et après, on verra. Nous disons que nous pensons, nous le disons aussi, nous pensons que la candidature multiple n'est pas contre l'unité d'action de l'opposition. Nous le disons. Cela ne veut pas dire que nous serons forcément candidats. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça peut dire, demain, nous pouvons soutenir un candidat. Parmi ceux qui se prononceront, il n'y a rien qui nous empêche de le faire. Mais pourquoi vous ne voulez pas dire que vous avez envie d'être candidat? Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que nous n'avons pas envie d'être candidat. Il faut que les choses soient claires. Tout parti politique qui vient vise le pouvoir. Mais il y a plusieurs chemins, il y a plusieurs situations. J'ai dit que notre président tâte le pouls des populations. Tandis qu'il est en pré-campagne. Non, il regarde ce qui se passe, il reviendra. Nous allons faire un congrès. Pour le désigner? En fonction de ce que nous aurons vu sur le terrain, nous verrons si nous aurons vous avez déjà vu des choses sur le terrain. Si c'est à 3 mois des élections que vous allez vous renseigner pour être candidat. J'ai dit qu'il y a eu un hiatus. Nous étions toujours sur le terrain, mais après les élections locales, après tout ce qu'il y a eu, il y a un petit moment de pause. Et même le président était absent pour des raisons de santé. Il est rentré, on retourne, on voit un peu ce qui se passe. Et en fonction de ça, nous aviserons. Oui, vous êtes le conseiller spécial du président Dadi. Qu'est-ce que vous lui avez conseillé? D'être candidat ou non? Je ne lui ai rien conseillé sur ce plan-là. J'attends qu'il revienne avec ses propres visées, qu'on s'asseye et qu'on analyse les choses à froid et qu'on voit aussi comment évolue cette question du cadre électoral. Il y a tout ça qu'il y a à considérer. Aujourd'hui, il faut vraiment savoir que le cadre électoral tel qu'il est, il est tellement unique qu'on peut se poser des questions. Ça vaut la peine d'être candidat. Donc vous n'irez pas aux élections à n'importe quelle condition? Certainement pas. Certainement pas. Pas n'importe quelle condition. On se lèvera pas, on dit ça y est, on y va, quel que soit Alpha. Ça, c'est sûr que ce ne sera pas comme ça. Mais maintenant, on a le temps de décider. On a le temps de décider, même à la veille. Vous pouvez toujours sortir l'arme du boycott? Non. Comment non? Non, vous avez entendu, nous travaillons avec Togo Debout, tout ça. Il n'est pas question du boycott, il est question d'améliorer les conditions pour aller aux élections. Mais vous dites que vous n'êtes pas prêt à aller aux élections en n'importe quelle condition. Améliorer les conditions pour aller aux élections. Si les conditions ne sont pas améliorées, qu'est-ce que vous faites? Les conditions seront améliorées. Je l'affirme. Vous n'êtes pas le décideur? Je ne suis pas le décideur, mais j'affirme que les conditions seront améliorées. Si les conditions ne sont pas améliorées, j'estime, je ne suis pas défaitiste. Quand je mène une lutte, je ne vais pas commencer à poser l'hypothèse de l'échec. Je ne le fais pas. Ce n'est pas l'hypothèse de l'échec, c'est un plan B. On peut tout supposer pour ne pas se laisser surprendre. Je me pose dans le sens positif. Je dis, ce que nous faisons n'a rien de mauvais. Ce n'est pas une insurrection armée. Ce n'est pas une révolution populaire. Nous sommes des pacifistes. Si nous allons manifester, nous manifestons les mains nues. Dans ces conditions-là, nous sommes sûrs que les choses vont s'améliorer.
Ah, donc cette fois-ci, vous pouvez être sûr du futur, sauf quand il s'agit de votre candidat pour la présidentielle. Là, vous ne m'avez pas parlé d'optimisme. Hein. Vous ne m'avez pas dit que vos militants à l'intérieur du pays sont optimistes et vont choisir un candidat. Vous ne m'avez pas dit. Hein. Le plus important pour le pays, c'est que les élections soient transparentes et que ça dégage un président qui est vraiment sorti des urnes. C'est le plus important. Le plus important n'est pas que nous soyons candidats. C'est pour ça que je vous dis. Est-ce que l'opposition peut gagner 2020? On va terminer sur cette question. Oui, l'opposition peut gagner 2020. Absolument. Nous pouvons gagner. Nous pouvons gagner. Nous ne sommes pas des gens qui disent on ne va pas prendre les armes, on ne va pas faire ça. Mais nous pouvons gagner. Nous avons toujours dit, si les élections sont transparentes et que justement nous nous organisons sur l'occupation des bureaux de vote, c'est notre volet. Nous nous organisons pour ça. Voilà notre volet d'unité d'action. Je trace là. Si nous organisons, nous pouvons gagner les élections. Mais le problème au Togo, qui est à discuter toujours, est-ce que l'armée togolaise est assez républicaine pour reconnaître qu'une autre personne que leur champion a gagné les élections? Donc vous avez des doutes sur l'armée aussi, hein? Absolument. Et c'est vous allez prendre le pouvoir, aller aux élections avec des doutes sur l'armée, hein? Non, nous travaillons de ce côté-là aussi. Quand on a parlé de passerelles, les passerelles ne sont pas seulement entre civils. Nous n'allons pas dire plus que ça. Nous ne voulons pas de révolution, mais quand même, nous sommes tous des Togolais. Je n'ai pas peur d'aller chez un colonel ou un général pour lui parler et de dire comment ça se passe. Merci, docteur François Nagbandia Kampatib. Nous arrivons à la fin de notre émission. Merci, Gilles. C'est toujours avec plaisir que je reviens sur ce plateau. J'espère que vous avez eu le temps de dire non, aujourd'hui, je suis satisfait. Ce que vous avez voulu et que personne ne vous a empêché. Hein. Aujourd'hui, je suis satisfait de ce que j'ai dit et je suis content. Merci. Merci, docteur. On se dit au revoir. Au revoir, comment ça se dit en Moba? Comment ça se dit en Moba? Ciel d'araignée. Ciel d'araignée. Compliqué pour moi. Ouais, je vais l'apprendre pour la prochaine fois. Et nous arrivons donc à la fin de notre forum. Merci de votre aimable attention. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur votre chaîne. À très bientôt.